Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je remercie tout de suite aussi Lorient Agglomération qui nous accueille dans la salle du conseil ce soir pour ce lundi de la mer du mois d'octobre. Lundi de la mer un peu particulier parce qu'on est là, mais parce qu'aussi il a lieu dans le cadre de la fête de la science qui a commencé ce week-end et qui dure jusqu'au week-end prochain. Donc je vous ai laissé des prospectus, des programmes de la fête de la science, donc n'hésitez pas. Alors pour ce lundi de la mer de la fête de la science et du mois d'octobre, on accueille Lise Gros, qui est chargée de projet et de concertation pour la société Olfi, qui est porteur du projet de ferme pilote d'éoliennes au large du Morbihan. Donc avec elle, on va découvrir ce projet, ce que c'est que l'éolien en mer et ce que c'est exactement ce projet de 4 éoliennes au large de Groix et de Belle-Île. Donc elle a son temps d'intervention et puis je vous invite ensuite à échanger avec elle, poser vos questions pour que tout soit bien clair pour vous quand vous repartez d'ici tout à l'heure. Bonne séance. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ce lundi. Merci à effectivement Lorient Agglomération de nous accueillir ce soir et d'avoir accueilli également l'exposition itinérante qui se situe à l'entrée dans le hall. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, mais en même temps j'espère que non, parce que sinon je ne vais pas avoir grand-chose à vous apprendre puisqu'elle est bien complète. On va commencer avec un film assez court sur le projet pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance. Voilà pour la présentation du projet. J'espère qu'il suscite déjà des questions. On va essayer d'y répondre. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce projet et pourquoi l'éolien flottant? Pour rappeler un petit peu le contexte global, la France s'est donc fixé des objectifs assez ambitieux en matière d'énergie renouvelable. En 2015, on était à 19% d'électricité de sources d'origine renouvelable et on s'est fixé comme objectif d'atteindre 40% en 2030, soit le double. Il nous reste assez peu de temps pour répondre à ces besoins et on a des contraintes qui sont relativement fortes. On a déjà développé des filières d'énergie renouvelable qui sont matures, donc que ce soit pour l'hydroélectricité, le photovoltaïque, l'éolien terrestre et la biomasse. L'hydroélectricité, on est arrivé au maximum de notre potentiel en France, donc c'est une filière qu'on ne pourra plus améliorer au niveau de notre capacité. Il faut qu'on se tourne vers d'autres sources de production verte pour pouvoir atteindre nos objectifs assez ambitieux. Cette source verte d'électricité, l'éolien en mer peut y répondre. L'éolien en mer, c'est énormément développé dans les pays de mer du Nord, que ce soit au Royaume-Uni, qui concentre plus de la moitié en fait, de la production qu'on a actuellement, mais également l'Allemagne, le Danemark, le Pays-Bas, pour des raisons qui sont assez simples et qu'on va détailler tout à l'heure. Donc en France, on est pas mal positionné en Europe par rapport à l'éolien terrestre, mais on n'a pour le moment aucune éolienne en mer. Je dis aucune, c'est un peu faux. On en a une qui s'est installée il y a très peu longtemps au large du Croisic. C'est une éolienne flottante, donc c'est un beau symbole pour la réussite de cette nouvelle filière. C'est un prototype de 2 MW qui est équipé d'un flotteur qui servira à alimenter à équiper un parc en Méditerranée.
Donc en France, on a un potentiel qui est assez exceptionnel au niveau du gisement éolien. On est le 2e gisement éolien en Europe. On a donc 6 parcs qui sont en projet, qui sont issus d'appels d'offres qui ont été lancés depuis 2011. Malheureusement, par des difficultés, des processus administratifs qui sont relativement longs, des études qui sont longues également, on n'a toujours pas d'éoliennes en mer. Des difficultés d'acceptabilité aussi, souvent sur les projets éoliens. Donc un délai très long entre le moment où le projet peut se mettre en place et le moment où il arrive dans l'eau. On a pourtant 5000 km de côte. Ce serait dommage de se priver de cette énergie quasiment gratuite. Donc, pourquoi est-ce qu'en France, on pourrait dire, en retard par rapport à nos collègues européens? La réponse est relativement simple. En fait, sur l'éolien qu'on connaît jusqu'à présent, c'est de l'éolien posé sur lequel il y a des fondations. Et ces fondations-là, on ne peut les mettre en œuvre que sur une profondeur maximale de 50 mètres. C'est-à-dire qu'au-dessus de 50 mètres, les fondations ne supportent plus, il y a trop de contraintes. Donc on ne peut pas les installer. C'est pour ça qu'en fait, l'éolien en mer s'est développé énormément en mer du Nord, puisqu'on a une mer du Nord qui est assez peu profonde et surtout qui est homogène d'un point de vue sédimentaire sur des très grandes zones. Donc ça facilite l'implantation de l'éolien en mer. En France, les régions qui sont les plus vantées, c'est la Bretagne et la Méditerranée. Malheureusement, nos côtes plongent assez rapidement. Donc installer des éoliennes en mer, en Bretagne et en Méditerranée, ça voudrait dire les mettre relativement près des côtes et on aurait un gros problème d'acceptabilité puisque le paysage, il y aura un impact assez conséquent. Donc il faut trouver des solutions pour s'affranchir de ces 50 mètres de bathymétrie, de profondeur d'eau. Et cette solution, c'est de basculer les éoliennes sur des flotteurs et de développer l'éolien flottant. On a plusieurs types de systèmes flottants, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Celui qui est tout à droite s'appelle un spar, donc c'est l'équivalent d'une quille bateau. Et ce système-là est mis en œuvre sur la seule ferme pilote d'éolien flottant qui existe actuellement dans le monde. C'est en Écosse, un parc de 5 éoliennes. Les autres éoliennes qui ont été installées aux États-Unis, au Japon ou au Portugal étaient des prototypes donc de puissance un peu moindre. Les avantages de l'éolien flottant, c'est quoi? Donc c'est pouvoir s'affranchir des conditions de bathymétrie, aller chercher donc des vents qui sont plus forts, plus réguliers, loin des côtes. C'est aussi s'affranchir des impacts qu'on peut avoir sur le paysage ou sur la pêche côtière. Donc c'est faciliter l'implantation des projets. C'est également des travaux qui sont énormément simplifiés, puisque comme vous avez pu le voir dans la vidéo, les éoliennes sont assemblées sur le port et ensuite sont remorquées jusqu'au site d'implantation. Donc on évite toute une phase de travaux qui est compliquée et coûteuse en mer. D'où l'intérêt de développer cette filière. On a aussi des systèmes qui sont beaucoup plus légers pour l'environnement, puisqu'on n'a pas de fondation. On a, dans notre cas sur le projet, un mouillage classique de bateau avec une ancre et une chaîne. Le coût de l'éolien flottant, à horizon 2030, selon des études à la fois de l'ADEME et du Carbon Trust, pourrait atteindre les 80 € du mégawatt, moins cher que l'éolien offshore posé avec des fondations, puisqu'on a des travaux qui sont beaucoup plus simples et on évite les fondations. Donc pour revenir sur le projet de Groix-Belle-Île, se concentrer dessus, le contexte du projet, le projet date d'il y a relativement longtemps, puisque la Bretagne, la région de Bretagne, sait depuis un certain nombre d'années que si elle veut développer l'éolien en mer, qui est capable de répondre à nos besoins, elle devra le faire à travers l'éolien flottant, qu'elle ne pourra pas mettre d'éolien posé. Donc ça fait un certain nombre d'années qu'elle cherche en fait un site qui permettrait l'implantation d'éoliennes flottantes, un site pilote pour tester la technologie, et qu'elle travaille en concertation avec les usagers de la mer, les pêcheurs, les plaisanciers, la SNSM, l'État, l'armée, pour pouvoir identifier un site sur lequel installer ces éoliennes. Ce site a été défini en 2014, c'est le site sur lequel on se trouve, et il a été choisi ensuite par l'ADEME, lorsque l'ADEME a voulu lancer son appel à projet. Donc l'appel à projet EolFlow de l'ADEME a été lancé en 2015. L'objectif était de tester, de mettre en œuvre la technologie éolienne flottante et de prouver sa fiabilité. Donc il y a un site
en Atlantique qui a été soumis à l'appel à projet, c'est le nôtre, et 3 sites également en Méditerranée. Ces 4 sites sont développés par des porteurs de projets différents. Ils ont des technologies différentes, que ce soit au niveau du système d'ancrage, que ce soit sur le flotteur ou même l'éolienne. Donc ça va nous permettre en fait d'avoir un retour d'expérience qui va être riche et varié sur la technologie flottante. Concernant notre projet, vous avez ici tous les partenaires du projet, que ce soit pour le financement ou les partenaires industriels. Donc Eolfi, pour qui je travaille, c'est une PME française d'une 50aine de salariés. On est spécialisé dans le développement des projets renouvelables, donc que ce soit éolien terrestre, photovoltaïque ou donc ce projet de Groix-Belle-Île. Pour le financement du projet, on est donc associé à Meridiam et Caisse des dépôts et consignations, qui sont des fonds français d'investissement, privés pour Meridiam et publics pour la Caisse des dépôts, qui œuvrent donc pour soutenir les projets dans le cadre de la transition énergétique. Et CGN Europe Énergie, donc, qui est le premier investisseur européen dans les projets d'énergie renouvelable. On a également l'ADEME qui nous soutient, puisqu'on est dans le cadre d'un appel à projet et dans le cadre des investissements d'avenir. Concernant nos partenaires industriels, on a donc Naval Energy qui s'occupe de toute la partie flotteur et ligne d'ancrage, et General Electric pour l'éolienne. RTE s'occupe de tout ce qui est raccordement électrique depuis la ferme pilote jusqu'au poste de transformation. La localisation du projet, donc on se trouve à 12 km et demi au sud de Groix, 19 km au nord-ouest de Belle-Île. On a donc 4 éoliennes de 6 MW. Un total de 24 MW. Comme on est en mer, qu'on a donc des vents qui sont forts et réguliers, ces 4 éoliennes vont pouvoir alimenter 46 000 habitants en électricité. Ça, pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente à peu près 70% de la ville de Lorient. On a une emprise sur le domaine public maritime de un peu plus de 14 km², donc quelque chose d'assez restreint quand même. On est toujours en cours d'ingénierie, donc on essaye de réduire l'emprise du parc, du projet, pour pouvoir encore faciliter les rapports qu'on peut avoir avec les pêcheurs notamment. Le raccordement donc, se fera sur la plage de Quérillot, à Erdeven. On a 28 km de liaison sous-marine et 4 km de liaison souterraine entre la plage de Quérillot et le poste de Quérélégan. Pour vous donner un peu plus de caractéristiques du site, une distance interéolienne d'environ 1500 mètres, donc qui permettra le passage des bateaux. La zone n'a pas vocation à être fermée, à être verrouillée. Les commissions nautiques locales et les grandes commissions nautiques ont déjà eu lieu. On préconise le passage au sein de la ferme pilote, avec évidemment des distances de sécurité à respecter et l'interdiction d'aborder les éoliennes, mais le passage pour les plaisanciers et les navires de moins de 30 mètres sera autorisé. On est sur des fonds qui sont meubles, type vase ou sable, sans particularité écologique importante. Donc un impact relativement faible, en tout cas sur le substrat. On a 7 à 17 mètres d'épaisseur sédimentaire qui permettent l'installation des ancres à enfouissement. Le site du projet, on est entre 56 et 61 mètres de profondeur, donc on est bien au-delà de la barre des 50 mètres dont je vous parlais tout à l'heure. L'objectif étant donc de démontrer que cette technologie est fiable et ensuite de pouvoir aller explorer des fonds beaucoup plus importants. Vous avez également sur cette slide les différentes distances. Donc le plus proche d'ici, c'est l'Armor, on est à 22 km. On les verra. Je vous ai ramené des photomontages, un cahier de photomontage qu'on pourra regarder tout à l'heure durant le temps d'échange pour voir un petit peu ce que ça peut donner. On les verra à côté de Groix. Si vous habitez sur Pleumeur, vous verrez de temps en temps une pale passer au-dessus de l'île de Groix par beau temps. Pour les conditions de site, un vent donc de 8 mètres par seconde, une houle maximale de 19 mètres, un marnage de 5-6 mètres et un courant qui est relativement faible. On a des conditions océaniques. Ce projet de Groix-Belle-Île est pour moi, pas parce que je travaille pour Eolfi, mais je le pense sincèrement, un des plus intéressants qui va être mené sur les 4 sites, puisqu'on est dans des conditions qui sont représentatives du marché dans lequel l'éolien flottant est amené à se développer et des conditions qui sont relativement difficiles, avec un marnage et une houle assez forte.
L'éolienne qui va être installée sur le site du projet, donc c'est General Electric qui l'a construit, anciennement Alstom. C'est une éolienne qui fait 6 MW. En comparaison, celles que vous voyez à terre les plus puissantes font 2 à 3 MW. Donc on double, voire on triple la puissance de l'éolienne qu'on met en mer. Avec une raison simple, c'est le diamètre du rotor. On est sur des pales qui font 75 mètres de long, donc qui sont bien plus grandes que celles qu'on peut trouver à terre. Pour la même hauteur de mât, on a un mât de 80 mètres de hauteur. C'est à peu près ce que vous pouvez trouver sur les éoliennes terrestres les plus importantes. Par contre, ce qui va vraiment différer, c'est la longueur de la pale. Et là, avec une pale de 75 mètres, on balaye énormément plus de surface, donc on gagne en puissance vraiment sur l'éolienne. La hauteur de l'éolienne en bout de pale, du coup, est conséquente. On est à 180 mètres, puisqu'on a le flotteur, plus le mât, plus la pale. Donc le flotteur, c'est un flotteur en forme d'étoile à trois branches, qui est semi-submersible. On a une embase, la partie tout en bas, qui va être ballastée à l'eau de mer pour assurer la stabilité de l'ensemble, et des colonnes périphériques, les flotteurs, donc, qui permettront d'assurer la flottabilité de l'éolienne flottante. Une colonne centrale sur laquelle repose l'éolienne, et l'ensemble, éolienne plus flotteur ballasté, représente 12 000 tonnes, pour vous donner un ordre de grandeur. Des ancrages, donc comme je vous disais tout à l'heure, des ancrages type bateau. On a une chaîne et une ancre à enfouissement, donc quelque chose d'assez simple. On en aura 6 à 8 par éolienne. Et donc des longueurs, des rayons d'ancrage de 900 mètres maximum. Là c'est pareil, on continue à étudier en ingénierie pour voir si on ne peut pas réduire cette distance, donc limiter l'emprise du projet, et ainsi faciliter les relations avec la pêche. Le tracé du raccordement, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, donc 28 km en sous-marin jusqu'à la plage de Kerelio, et ensuite en souterrain, sous les routes qui existent déjà, sous voirie, jusqu'au poste de Kerelegan. Alors le principe de raccordement électrique, c'est celui-là. Donc on a le périmètre de la ferme pilote. Ça, c'est la société de projet des éoliennes flottantes qui va gérer cette partie-là. Et ensuite, le raccordement électrique, l'export de l'électricité qui sera géré par RTE. Donc on a deux périmètres différents. Au sein de la ferme pilote, on aura des câbles interéoliennes qui sont dits dynamiques. Ils vont bouger en fait avec la houle et avec le marnage. Vous avez en dessous l'explication du fonctionnement de ces câbles dynamiques. Toute la partie que vous voyez entre le flotteur et les bouées, donc elle sera capable de bouger en fonction de la houle et des marées. Ensuite, la partie qui part à droite des bouées, elle va rejoindre le sol et sera statique. Ça, on a l'habitude. Pour tout ce qui est partie RTE, donc les câbles interéoliennes vont rapporter l'électricité produite par la ferme jusqu'à l'éolienne qui est la plus au nord, et RTE viendra récupérer la production totale de la ferme pilote au pied de cette éolienne de tête, et donc ramènera l'électricité produite jusqu'au poste de Kerelegan. On a un poste, une jonction d'atterrage qu'on appelle une jonction d'atterrage au niveau de la plage de Kerelio, puisque les technologies des câbles sous-marins et des câbles souterrains ne sont pas les mêmes. Donc on fait un genre de grand domino en fait à cet endroit-là pour pouvoir rejoindre les deux technologies et exporter l'électricité. Sur la partie sous-marine, vous aurez les câbles RTE sont toujours protégés. Donc vous avez ici plusieurs méthodes de protection. La première, la plus grande, qui est favorisée par RTE et qui sera possible sur ce projet-là, c'est l'ensouillage du câble dans les sédiments. Ça nécessite des sédiments meubles, ce qui est le cas sur notre projet. On est dans la paléovallée de la Ria d'Etel, donc on a des vases ou des sables, en tout cas des sédiments meubles qui permettent d'enfouir le câble dans les sédiments. C'est ce qui est le moins impactant pour l'environnement, puisque ça ne le modifiera pas après les travaux. Et c'est aussi ce qui permet le maintien des activités de pêche au-dessus du tracé de câble. On a 28 km de câble. Si on met des protections type enrochement ou matelas béton, comme vous voyez sur le côté, ça va être compliqué de pouvoir expliquer aux pêcheurs qu'ils ne pourront plus pêcher sur cette zone-là. Donc là, sur le projet de Groix-Belle-Île, l'ensouillage a priori est possible sur la totalité du tracé, sous réserve des études complémentaires à venir et de surprises qu'on peut avoir. Donc sous voirie, c'est habituel, on a les trois phases distinctes
qui seront en dessous de la route. Les études de site qui ont été menées jusqu'à présent, elles ont commencé donc en 2015 avec des études de vent. On a étudié ensuite tous les compartiments biologiques, humains, physiques, avec un objectif qui est quand même la réalisation de l'étude d'impact, puisque ce n'est pas parce qu'on est dans le cadre d'un appel à projet que le projet est autorisé. On a exactement les mêmes demandes d'autorisation administrative à faire que pour tous les autres projets éoliens ou industriels. Donc l'enquête publique vient de se terminer. Vous avez pu avoir accès à ces dossiers-là. C'est environ 3000 pages. Il faut avoir envie de les lire. C'est passionnant, c'est intéressant, mais c'est quand même très complexe. Donc toutes ces études-là ont été menées sur les différents compartiments. Elles ont permis de dresser donc un état initial de la zone avant projet et d'évaluer les impacts que le projet peut avoir sur l'environnement, humain ou biologique. Grâce à ça, grâce à cet état initial qui a été fait et donc cette étude d'impact, on est capable derrière de mettre en œuvre des mesures de suivi ou de compensation sur le projet si éventuellement on a des impacts. Comme en plus on est dans le cadre d'un projet pilote, où le but c'est de tester la technologie, donc de montrer sa fiabilité et de montrer qu'elle n'est pas nocive pour l'environnement, on a en plus des mesures de suivi qui seront mises en œuvre. Le planning du projet, voilà, on vient de terminer l'enquête publique, elle s'est terminée le 28 septembre, je ne sais pas si vous avez pu y contribuer. Donc on continue la phase de procédure administrative. Si tout se passe bien, en 2019, on aura, printemps-été 2019, on aura nos autorisations. Donc on pourra lancer la construction des éléments et ensuite passer aux phases de travaux. Donc les phases de travaux se feront en 2 étapes, une en 2020, une en 2021. En 2020, on préinstalle les lignes d'ancrage et les câbles interéoliennes. Et en 2021, on installe les éoliennes qui auront été préalablement assemblées sur le port de Brest et le raccordement. Donc, comme vous le savez, on est contraint à des fenêtres météo assez sévères. Donc les travaux sont prévus l'été. C'est pour ça qu'on préfère prévoir de les faire en 2 phases plutôt qu'en une phase où on aurait des problèmes peut-être de météo. Et une exploitation ensuite pour 20 ans. Donc le parc sera construit avec des turbines qui viendront de Saint-Nazaire, de l'éolienne, de l'industrie qui est déjà mise en place à Saint-Nazaire par General Electric, à Cherbourg, de l'usine aussi qui est une usine de pales qui est sur Cherbourg, et ensuite l'ensemble, donc tout sera acheminé par voie de mer, puisqu'on a des éléments qui sont quand même très imposants, jusqu'au port de Brest, le polder qui est en train de se construire, pour répondre justement au développement de la filière EMR, énergie marine renouvelable. Et ensuite sur Brest, les éoliennes seront donc assemblées en totalité et tractées jusqu'au site d'implantation. Il faut environ 2 à 3 jours pour ramener une éolienne. Donc je vous ai mis 2 photomontages depuis Groix et depuis Belle-Île. C'est pas toujours évident sur écran comme ça, donc il y a le cahier de photomontage où on verra mieux, et vous avez également un photomontage qui est disponible sur l'exposition depuis l'Armor. Merci Anaïg. Voilà. Donc Groix, c'est au plus proche du projet, c'est là qu'on les verra le plus. Et puis Belle-Île, depuis le phare des Poulains. Je vous invite à aller regarder sur le cahier de photomontage puisque ça rend pas suffisamment ici. Voilà, pour une présentation du projet. J'ai essayé d'être assez rapide, succincte. Par contre, je suis disponible pour répondre à toutes les questions que vous avez encore. Je vous remercie de votre attention. Et moi, je vous invite, s'il vous plaît, à utiliser les micros pour qu'on vous entende bien. Merci. Juste. Voilà. Oui, je me présente, je suis Georges Perriamé. Alors, en fait, quel sera le taux d'utilisation d'une éolienne, compte tenu qu'il faut une vitesse de vent supérieure à 8, et je suppose qu'il y a un maximum où l'on est obligé d'arrêter. Et alors, donc, compte tenu des études qui ont été effectuées,
vous avez évalué quel taux d'utilisation que vous aurez? Alors, l'éolienne qu'on a choisie commence à 10 km/h. Ce qui arrive quand même relativement fréquemment. Elle va tourner 90% du temps, mais elle tournera effectivement pas toujours à sa puissance maximale. Donc à 10 km/h, elle démarre. À 45 km/h de vent, elle atteint sa puissance nominale de 6 MW. Et si le vent est supérieur à 90 km/h sur une période de 10 minutes, un vent moyen de 90 km/h, on ne parle pas de rafale, là, elle se mettra en arrêt sécurité. Donc ça laisse quand même une marge de fonctionnement qui est assez importante. Comme on est en mer, avec des vents forts et réguliers, on est sur un facteur de charge de 40 à 45%. Je ne sais pas si ça vous parle, le facteur de charge. Je vais l'expliquer rapidement pour l'Assemblée. Donc, l'éolienne fait 6 MW. Si elle tournait à pleine puissance 100% du temps, la production attendue de l'éolienne par an serait de 210 GWh. Avec les études de vent qu'on a déjà réalisées dans le cadre de l'étude d'impact, qu'on est en train d'affiner puisqu'on a installé une bouée de mesure au large, en mer, puisque les données qu'on a pour le moment sont des données de sémaphores, donc terrestres. Avec ces études qui ont été réalisées, la production attendue de la ferme pilote est de 90 GWh. Donc le rapport entre ces 210 GWh de puissance maximale à 100% et ces 90 GWh attendus s'appelle le facteur de charge. Donc l'éolienne tournera 90% du temps, mais pas toujours à pleine puissance. Voilà. Je vous en prie. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Coucou. Oui. La partie immergée des éoliennes, est-ce qu'elle a été peinte? Et si elle est peinte, avec quelle peinture? Est-ce que vous avez des anti-fouling ou pas? Il n'y aura pas d'anti-fouling sur le parc, voilà. Sur les flotteurs. On est sur un projet pour l'environnement, donc évidemment mettre des anti-fouling, ce serait... Voilà. Donc il n'y aura pas d'anti-fouling, ce qui fait que les flotteurs vont être colonisés par les crustacés, les algues. Ça va aussi créer un effet récif, un effet de concentration de poissons. Ce biofouling, puisque c'est un terme, va être étudié. Il va commencer à être étudié à travers le projet APIL. Eolfi est partenaire de France Énergie Marine sur ce projet-là et sur d'autres projets. Le projet APIL consiste à étudier les impacts socio-écosystémiques des parcs éoliens flottants. C'est vraiment un projet qui est dédié aux flottants. Donc ça étudie... c'est un réalisé en collaboration avec le CNRS, avec l'IFREMER. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont dessus. Ça mobilise aussi les sciences humaines. C'est vraiment pour étudier les impacts qu'il peut y avoir sur les pêcheurs et sur l'environnement, que ce soit la chaîne trophique, le biofouling. Donc tout ça va être étudié, puisque ça va également avoir un impact, nous, sur notre projet, le fait que les flotteurs soient colonisés, les chaînes aussi, il y a du poids qui se rajoute, donc tout ça, évidemment, va être étudié. Mais en tout cas, la réponse, non, il n'y aura pas d'anti-fouling. Moi, j'ai envie de savoir la répercussion du bruit sur la faune. Alors, ça fait partie également des études qui vont être mises en œuvre, puisqu'on est dans le cadre d'une nouvelle technologie. Il n'y a pas de fondation. Donc le bruit ou les vibrations ne seront pas transmises dans la colonne d'eau ou sur le sol comme on a l'habitude jusqu'à maintenant. Il va falloir donc des mesures de suivi. Sur l'étude d'impact, on a pu identifier les espèces de mammifères marins qui étaient présentes sur la zone en mettant des hydrophones. Donc sur l'état zéro, l'état initial du projet, on connaît le bruit de fond, on connaît les espèces présentes. Ces microphones vont être remis ensuite, après le démarrage de l'exploitation, pour étudier le bruit et la présence des mammifères marins, savoir si ça les dérange ou non. Merci. Oui, bonsoir. La partie travaillante de la chaîne sera changée avec quelle périodicité ? Elle n'est pas prévue pour être changée. Et parce qu'avec le marnage, il va y avoir une usure des mailles. Bien sûr. Alors sur les projets éoliens en mer, les éléments sont généralement surdimensionnés pour qu'on n'ait pas de travaux à réaliser pendant la phase d'exploitation. Bon, voilà. Donc on a une phase d'exploitation qui est relativement courte, de 20 ans.
Il n'est pas prévu que les... Alors, à moins qu'il y ait de la casse ou... voilà, mais il n'est pas prévu que les chaînes d'ancrage soient changées pendant la durée d'exploitation du parc. D'accord. C'est le travail d'ingénierie qui est mis en œuvre pour éviter justement ces actions-là. Oui, vous m'entendez? Oui. Normalement, c'est tous les 5 ans, les grosses maintenances pour tout ce qui est en mer, hein, obligatoire. Chaîne ou pour des questions d'assurance. On aura de la maintenance préventive qui va être faite sur les éoliennes. On a aussi des suivis par robot qui seront faits sur les chaînes et sur les câbles. Maintenant, changer... je ne pourrais pas répondre précisément à votre question puisque ça, c'est Naval Energy qui s'occupe de toute la partie ingénierie sur le flotteur et sur les chaînes, mais je peux vous dire qu'il n'est pas prévu de changer les chaînes en cours d'exploitation. Il y a plusieurs possibilités sur les systèmes d'ancrage. Par exemple, le système d'ancrage qui est utilisé sur le Croisic, sur l'éolienne prototype, sont des fibres synthétiques. La raison pour laquelle le choix s'est tourné vers du caténaire sur ce projet-là, c'est qu'on sait que ces chaînes-là peuvent tenir la durée d'exploitation du parc, alors que pour le moment, il n'y a pas d'homologation ou de certitude concernant les fibres synthétiques, qui sont pourtant plus souples et peut-être du coup plus adaptées au système de marnage et aux grandes houles, mais en tout cas, pas de certitude, de fiabilité sur les 20 ans d'exploitation du parc. Donc on est bien d'accord, maintenant sur place, pour les chaînes, pour les éoliennes qui sont bouger. Oui, si tout se passe bien, oui, c'est ce qui est prévu. Et vous avez l'assurance pour ça? Ah, mais tout est validé par Bureau Veritas. Le projet dans son ensemble est validé, certifié par Bureau Veritas. On part pas sur un projet comme ça sans certitude. Bonjour. Où est-ce que la maintenance des éoliennes se fera? Parce que sur le schéma, tout à l'heure, on voyait que les pales venaient de Cherbourg, elles seraient assemblées à Brest et ensuite acheminées à Lorient. Mais la maintenance au cours des 20 ans, elle se fera à Lorient ou à Brest? Alors, la maintenance préventive, maintenance courante est prévue sur Lorient. Par contre, pour tout ce qui sera maintenance lourde, ou c'est l'avantage aussi de l'éolien flottant, c'est que si on a vraiment des avaries graves, type casse de pale ou problème sur le flotteur ou sur les chaînes, on peut toujours décrocher les éoliennes, les ramener sur le port d'assemblage, donc qui sera Brest, et faire les travaux à terre. Donc en cas de maintenance lourde, ce sera le port d'assemblage qui est Brest. Autrement, c'est prévu sur Lorient. Voilà. C'est aussi un temps de trajet qui est beaucoup plus court et des interventions qui peuvent être beaucoup plus rapides que depuis Brest. Et au bout de 20 ans, qu'est-ce qui se passera? Au bout de 20 ans, c'est une très bonne question. Je n'en ai pas parlé, j'aurais dû. Au bout de 20 ans, le parc sera démantelé. On a une obligation, tous les porteurs de projets éoliens ont une obligation, quand ils passent un contrat, qui est le démantèlement. Nous concernant, on a donc dans les demandes d'autorisation, on a des demandes d'autorisation environnementale et on a également des demandes d'autorisation d'utilisation du domaine public maritime, puisque le domaine public maritime appartient à l'État, appartient à tous. Hein. Donc on demande une autorisation de concession de ce domaine public maritime. Dans la convention qui est passée avec l'État, le prix du démantèlement est déjà inscrit noir sur blanc. Voilà, donc les éoliennes seront démantelées, tout ce qui est recyclable sera recyclé. Donc sur l'éolienne flottante, on est sur un flotteur qui est en acier, un mât qui est en acier, il y a quand même beaucoup de parties qui sont recyclables. Donc au bout de son exploitation, l'éolienne les éoliennes flottantes seront démontées, démantelées, ramenées à terre et démantelées, et recyclées, dans le cas possible. Et les câbles qui sont enfouis, ils seront sortis? Alors ça, c'est la responsabilité d'RTE. C'est des techniques qui sont assez compliquées. Je ne peux pas prendre la parole et m'engager à leur place. Donc je ne pourrais pas vous répondre sur tout ce qui est câble interéolienne. Ça fait partie de notre projet à nous. Ce sera démantelé. La partie RTE, je ne peux pas prendre d'engagement pour eux.
Bonjour. Les aspects financiers, vous pouvez nous en dire un petit mot sur le coût du projet, tout à fait. Le prix de rachat de l'électricité par RTE. Alors, on est sur un projet à 200 millions d'euros. Donc c'est un investissement qui est quand même conséquent et qui s'explique notamment par le fait que les flotteurs, pour le moment, on n'a pas d'industrie construite. On n'a pas alors, le polder de Brest est en train de se développer, heureusement, mais on n'a pas d'industrie spécialisée dans la fabrication de ces équipements. Donc c'est la base dans notre société, c'est plus on produit et moins ça coûte cher. Donc on est sur un projet qui est relativement cher de ce fait-là, puisque c'est une petite production. Le tarif de rachat fixé par l'ADEME est à 240 € du mégawatt aujourd'hui. C'est le contrat qui sera passé avec eux. Rentabilité qui sera assurée au bout des 20 ans Alors, je ne pourrais pas vous dire le nombre d'années pour amortir l'investissement. Par contre, la réponse que je peux vous faire, c'est que dans le cadre d'appels à projets comme ça et de contrats passés avec l'État, l'État s'assure qu'il n'y a pas de disproportion entre l'investissement et la rentabilité. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est assez incertain du fait qu'on est sur une nouvelle technologie. Par contre, vous avez pu voir récemment notamment que les conditions financières ayant changé entre 2011, au moment où les projets éoliens posés se sont lancés, et aujourd'hui, les tarifs de rachat d'électricité ont été renégociés avec les développeurs de projets. Donc on est dans une certaine... au niveau financier, on a un certain état aujourd'hui. Ce sera peut-être pas le même au moment où le projet se met en œuvre, si jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais si jamais ça prend plus de temps que prévu. Donc l'État veille en tout cas à ce qu'il n'y ait pas de disproportion entre investissement et amortissement. Bonsoir. Une question concernant l'exploitation au niveau de la durée. Vous avez dit 20 ans. Quelle est la justification d'une durée de 20 ans? Puisque c'est la belle technologie, c'est un investissement qui est conséquent. Vous allez mettre en place, on va dire, je pense, des prouesses techniques et technologiques. Pourquoi pas, si dans 20 ans c'est encore en état de fonctionner, le faire durer? Parce que démanteler, ça va vous coûter quelque chose qui était en effet déjà mis noir sur blanc, mais peut-être que continuer l'exploitation et se servir de cette prouesse de technologie comme moyen de production, à proprement parler, plus que ferme pilote, ne serait pas une alternative intéressante d'ici 20 ans? Les contrats avec l'ADEME sont passés pour une durée de 20 ans. Voilà. Donc au bout de l'exploitation, si on n'a plus de possibilité de revendre notre électricité, on ne va pas laisser les éoliennes sur place. Après, au niveau de la durée de vie des éoliennes, on parle souvent d'une durée de vie de 20 ans, qui évidemment est supérieure. C'est comme quand vous achetez une télé, elle est garantie 2 ans, elle en fonctionne un certain nombre derrière. Donc les constructeurs prennent toujours une marge de sécurité par rapport au fonctionnement de leurs machines. Les éoliennes sont prévues pour une durée de 20 ans. On sait aujourd'hui, avec le recul qu'on peut avoir en mer du Nord, que ça tient plus longtemps. Mais en tout cas, notre contrat de rachat d'électricité avec l'ADEME se fait sur 20 ans. D'où le démantèlement après 20 ans. Si les éoliennes sont en bon état et qu'il est possible de prolonger le contrat, mais dans 20 ans, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui sur ce qui se passera. Non, mais en fait, encore on est d'accord, donc il existe bien une possibilité d'ici 20 ans de pouvoir continuer l'exploitation de ce parc si le rachat de l'électricité est toujours possible et toujours il faudra intéressant certainement pour des l'entreprise. autorisations derrière et des négociations avec l'État. Pour le moment, le projet est prévu pour une exploitation de 20 ans. C'est comme une des peurs, on va dire, par rapport à ce projet, c'est qu'on rajoute des éoliennes, donc on ne se satisfasse pas de la phase pilote et qu'on rajoute des éoliennes derrière. Alors, rajouter des éoliennes derrière, ça veut dire refaire des études d'impact, ça veut dire changer le câble d'export puisqu'il est dimensionné pour une ferme pilote, ça veut dire redemander des autorisations, refaire ce qu'on vient de faire ici pour mettre des éoliennes au même endroit. La région Bretagne est en train d'identifier, toujours en mettant en boucle les usagers de la mer, des zones pour développer l'éolien flottant. Donc ce sera pas... le but, c'est quand même de s'éloigner. Donc on va s'éloigner, ce ne sera pas sur ce site-là. Donc prolonger, c'est pareil. Il faut des dérogations, des autorisations supplémentaires. Ça ne se fait pas simplement juste parce qu'on souhaite laisser les éoliennes. Merci. Bonsoir.
Bonsoir. Donc suite à l'enquête publique, je suppose qu'il y aura des recours déposés. À combien de temps estimez-vous le temps qu'il faudra pour épuiser les recours avant de commencer les chantiers? Alors, effectivement, c'est quand même devenu très rare qu'il n'y ait pas de recours sur les projets éoliens. Le contexte a un peu changé depuis quelque temps, puisque maintenant c'est la Cour d'appel de Nantes qui est chargée de gérer tout ce qui est recours sur les projets éoliens en mer. Donc, et le délai maximum est fixé à 1 an. Voilà. Donc c'est nouveau ce délai de 1 an, là, non? Ça date d'il y a quelques mois, oui. Ouais. Non, parce que je suis le projet de Coursol-sur-Mer. D'accord. Donc je ne suis pas un opposé à l'éolien en mer, loin de là. Mais donc le temps qu'il a fallu pour épuiser les derniers recours est équivalent à peu près entre 3 et 4 ans. C'est très long, c'est très voilà. long. C'est un parcours. D'où le retard sur ce projet, pardon. Oui. C'est un parcours du combattant. Donc là, et puis en plus, c'est assez compliqué les systèmes de recours, mais on peut déposer au dernier moment, donc ça a rallongé d'autant le temps derrière. C'est pour ça qu'il y a aussi une volonté de raccourcir la période, de pouvoir trancher plus rapidement sur oui ou non les autorisations. Donc le ramener à 1 an, c'est aussi un peu plus de visibilité pour les porteurs de projets, pour qui c'est très compliqué d'investir autant de temps et humainement sur des projets de cette ampleur. Ouais. Merci. Une autre question concernant le transport de l'énergie vers la côte. Certains projets allemands ont choisi de repasser en continu et non pas en alternatif. Qu'en est-il du projet Groix-Belle-Île ? Alors ça, c'est RTE qui choisit également sa méthode d'exploitation. Il change de technologie à partir de 80 km. Donc il est possible, vu les distances en Allemagne, que ce soit aussi une histoire de distance à la côte. C'est ce qui a permis de faire accepter plus facilement l'éolien en mer en Allemagne, puisqu'en fait les projets pouvaient se trouver à 40 km des côtes en étant sur des fonds de 20 ou 25 mètres de profondeur, ce qui n'est pas possible chez nous. Donc c'est peut-être lié à cette contrainte de distance, je ne sais pas. Je reviens vers vous. La zone d'implantation interdite à la navigation, ou est-ce qu'on peut circuler librement? Non, on pourra circuler librement. C'est ce que, à moins que vous ayez un bateau supérieur à 30 mètres. Mais sinon, pour les bateaux inférieurs à 30 mètres, vous pourrez circuler au sein de la zone. Les éoliennes seront suffisamment espacées pour pouvoir passer. Alors, il y aura certainement des vitesses limites. 8 ou 12 nœuds, ce qui est quand même déjà plutôt pas mal, sachant qu'on n'a qu'une seule ligne en plus. Il y aura une interdiction d'aborder les éoliennes, un périmètre de sécurité de 100 mètres autour de chaque éolienne flottante, des activités, des pratiques qui seront interdites par mesure de sécurité, puisqu'il y a les systèmes d'ancrage et les câbles interéoliennes, mais la zone n'a pas vocation à être fermée. Donc la circulation au sein de la zone sera possible. Oui. Il y a une taxe spéciale éolien en mer qui est prévue effectivement pour les communes, qui sera reversée aux communes littorales, au comité régional, comité national des pêches, et également à la SNSM et à l'Agence française pour la biodiversité. Donc la répartition entre les communes, je ne peux pas vous la donner maintenant, puisque ce n'est pas nous qui la fixons de toute façon, ce sera à l'État, il y aura un arrêté pour déterminer, mais il y aura effectivement des retombées financières dues à cette taxe. Toujours dans les retombées économiques et donc dans les retombées en termes d'emploi, pensez-vous vraiment que ce soit une filière créatrice d'emplois, sachant que ce sont essentiellement des métiers qui existent déjà en ingénierie navale, en industrie navale? Mais si on souhaite le développer et effectivement créer des emplois, il faut déjà commencer. Donc sur le pôle d'air de Brest, ça inaugure quand même des bonnes avancées. Là, on parle sur les projets éoliens. Par exemple, en baie de Saint-Brieuc, on a 62 éoliennes qui sont prévues. Ça fait quand même un certain nombre d'emplois. Il y a également la maintenance derrière. Là, pour 4 éoliennes, la base de maintenance prévue sur l'Orient, c'est une dizaine de personnes. Donc oui, je pense qu'il y aura des retombées en termes d'emploi.
À ce propos, pour l'emploi, c'est moi encore, est-ce qu'il est envisagé de faire appel à des compagnies maritimes françaises pour l'ancrage et l'exploitation de maintenance des éoliennes? Alors pour la maintenance, c'est Valemo qui s'en occupera. Donc ça, on le sait déjà, on travaille avec Valemo sur ce projet-là. Ils sont spécialisés dans la maintenance des éoliennes et donc ils travailleront sur le projet Groix-Belle-Île. Donc la maintenance du parc sera française. Pour tout ce qui est fabrication, donc comme je vous l'ai dit, les pales et les turbines seront construites en France, Cherbourg et Saint-Nazaire. On espère que le polder de Brest sera disponible pour la fabrication des flotteurs et pour les systèmes d'ancrage, évidemment. Ça, toute cette partie-là, c'est également Naval qui travaille dessus. Si on n'a pas les infrastructures qui sont construites, on ne peut pas le faire. C'est toujours le même problème. Voilà. Donc nous, notre souhait, c'est évidemment de développer ça en local. Il y a une réelle filière, une réelle industrie à lancer, à développer. On a pris énormément de retard sur l'éolien terrestre, même pour la fabrication, et l'éolien en mer, en France, par rapport à nos voisins européens, ce qui fait qu'on est obligé d'importer des éoliennes du Danemark ou d'Espagne ou d'Allemagne. C'est quand même dommage, sachant qu'on a énormément de possibilités en France pour développer cette industrie-là. Donc si la région, en tout cas la région Bretagne, est dynamique et table énormément sur les énergies marines renouvelables, d'où la construction du polder à Brest, il faut effectivement que cette industrie se développe. C'est aussi l'intérêt du parc pilote, c'est de démontrer la fiabilité de la technologie pour que derrière il y ait des investisseurs qui viennent se positionner et qu'on puisse recréer une filière. Bonsoir. Ma question sera dans un autre registre. Le fait est que je viens d'arriver dans le pays de l'Orient et que je découvre ce projet. Donc c'est au sujet en fait des impacts au niveau hydrodynamique sur les côtes en fait d'Erdeven, Quiberon et tout, vu que la houle peut arriver au niveau de la zone des éoliennes. Quel sera l'impact en fait au niveau de cette zone côtière? Alors, c'est une bonne question. Les impacts sont mesurés faibles à négligeables, il me semble, sur ce domaine-là. C'est dommage, on n'est plus enfin, les dossiers de l'étude d'impact ne sont plus disponibles et j'ai vraiment pas les chiffres en tête. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'étude d'impact fait 3000 pages. Mais tout ça, c'était accessible au public pendant la phase d'étude d'impact. On est sur des structures qui sont quand même assez légères, relativement petites, quand on compare à la taille de l'océan. Les impacts, pas de fondation, les impacts prévus sur l'hydrodynamique sont faibles à négligeables, peut-être même nuls. Merci. Donc ça, c'est des bureaux d'études. Toute l'étude d'impact, elle a été réalisée par des bureaux d'études spécialisés, indépendants, des associations environnementales. Le comité des pêches pour tout ce qui est impact sur la pêche, voilà, c'est des études... N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Quel est le poids de votre partenaire CGN Europe Énergie et est-ce qu'il a un droit de regard sur les plans que vous produisez? Les plans. Les plans, la définition de l'éolienne. C'est interne à Naval et General Electric. Eux travaillent ensemble pour combiner l'éolienne, coupler l'éolienne à son flotteur. Non, c'est des partenaires financiers. Ils tireront avantage du retour d'expérience qu'on pourra avoir sur le développement du projet et sur la fiabilité de la technologie. Je ne pense pas que Naval Énergie confie ses plans aux investisseurs comme ça. Merci. C'est assez secret. C'est même compliqué des fois de faire circuler les informations. Voilà. Okay. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que l'éolienne s'arrêtait si le vent atteint 80 km/h. 90, oui. 90. S'il y a des vents plus forts, qu'est-ce qui se passe? Alors l'éolienne se met en arrêt sécurité à partir de 90 km/h. Ça veut dire que les pales se mettent en drapeau, comme on voit à terre, hein. Ils n'ont plus de prise au vent. Et puis elle attend que la tempête passe.
Donc c'est un moment assez désagréable à passer, mais tout est calculé. En fait, c'est pas pendant les tempêtes que l'éolienne sollicitera le plus son ancrage et son flotteur, c'est quand elle sera en fonctionnement. Donc finalement, une tempête, je ne vais pas dire que c'est anecdotique, hein, ça ne l'est pas. Évidemment, il y a toujours des risques, mais c'est pas le moment où elle sollicitera le plus son ancrage. Voilà, ce sera quand elle va tourner, puisqu'on a l'équivalent d'un moteur de 8000 chevaux qui tourne. Hein. Donc là, ça sollicite énormément les ancrages, et ils sont dimensionnés à la fois pour ce fonctionnement, ils sont dimensionnés pour des tempêtes cinquantennales, et surdimensionnés sur ces types de tempêtes, puisque nous, c'est absolument pas dans notre intérêt de perdre des éoliennes ou qu'il y ait de la casse. Donc pendant les tempêtes, ça va pas... Il vaudra mieux pas être dessus, mais normalement, voilà. Après, dans l'étude d'impact, vous avez aussi des études de risque qui ont été faites, et notamment sur le fait, les routes maritimes sont quand même relativement loin, mais sait-on jamais s'il y a une avarie de tanker au large, quel est le risque qu'il arrive sur la ferme éolienne, s'il y a une pale qui casse, quel est le risque qu'elle s'échoue, enfin, tous les cas de figure ont été étudiés, y compris le fait que toutes les lignes d'ancrage lâchent. Là, ce serait quand même vraiment pas de chance. Mais tout a été étudié par le bureau d'études qui s'appelle ProRisque, d'ailleurs, qui est spécialisé dans ce domaine-là. Est-ce que vous êtes en collaboration avec l'École centrale de Nantes pour la première éolienne qui a été posée en mer? Nous, non. Non, c'est Ideol, c'est le projet Flogen, qui est au large. Donc leur site, c'est un site d'essai pour les énergies marines renouvelables. Donc en ce moment, il y a Flogen, éolienne flottante de 2 MW, qui est sur un flotteur conçu par Ideol, Bouygues. Et ce flotteur-là équipera un des parcs de Méditerranée. Voilà. Nous, on n'a pas à voir avec eux. Plus d'autres questions? Profitez, hein. Lise est là pour vous. Mais bien, je vous propose d'arrêter là alors. Merci Lise d'être venue. Pour vos questions, votre attention.